Salut et bienvenue dans un nouvel épisode de Secret d'entraîneur. Cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir Pierre Besson, que j'ai rencontré il y a un peu plus d'un an, qui est un ancien entraîneur professionnel dans le basketball et qui est maintenant enseignant à l'université de Montpellier. Alors avec Pierre, on a discuté de pas mal de choses qui ont été assez touchantes. J'avais presque l'impression que c'était un entraîneur un peu virulent qui s'est repenti après la naissance de son fils, comme il nous le raconte. Et c'est surtout comment est-ce que l'évolution de soi peut amener à être un meilleur entraîneur pour les autres. Donc c'est un épisode assez intéressant que je vous conseille de regarder jusqu'au bout. Et un rappel avant de commencer l'épisode, comme d'habitude, il y aura le sponsor, mais surtout la conférence qui arrive le 4 et 5 mai sur la formation et l'entraînement de l'enfant et de l'adolescent. N'hésitez pas, il reste encore quelques places disponibles. Et si jamais tu regardes ça après le 4 et 5 mai, sache qu'il y a aussi les replays. Salut, à bientôt. Tous les champions le savent, la confiance en compétition se construit à l'entraînement longtemps avant. Et pourtant, juste avant, quand tout a été bien fait, ce qui peut tout sublimer ou tout faire basculer, c'est le mental. Je m'appelle Jonathan Bellegroux, directeur de l'Institut de la préparation mentale et juste avant votre épisode, laissez-moi vous parler un peu de notre travail. En préparation mentale, la méthode miracle n'existe pas. En revanche, ce qui existe, c'est la notion d'entraînement mental, dans un cadre clair, éthique, déontologique, accompagné par des professionnels passionnés du sport, ayant acquis certaines compétences. Car pour nous, la préparation mentale est une compétence. Et cette compétence peut intéresser les éducateurs sportifs, les entraîneurs et tous les membres du staff qui sont autour d'un athlète, car ce sont les premiers au contact de l'athlète au quotidien. La préparation mentale vise l'excellence des sportifs, IPM Sport vise l'excellence de la préparation mentale. Pierre Besson, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Secret d'entraîneur. Je suis ravi de te recevoir. On s'était rencontrés il y a quelques mois assez rapidement à la Maison du Hand pendant un séminaire. Oui. J'avais bien aimé ton discours sur l'entraînement. Donc, je t'ai invité. Merci à toi de m'avoir invité. C'est toujours un plaisir que d'essayer de partager ces expériences qu'on a eues au préalable qui peuvent peut-être aider 2-3 personnes à piocher dedans et à grandir. Et du coup, après, à elles de partager leurs expériences pour que nous, on puisse à nouveau aussi grandir. C'est le but. Qui es-tu pour les gens qui ne te connaissent pas ? Alors, je suis spécialiste de pas grand-chose, tout en essayant de maîtriser pas mal d'aspects, pour plusieurs raisons. Déjà, ma fonction première, c'est professeur de PS. Donc, je suis professeur de PS maintenant à l'UFR STAPS de Montpellier, depuis 11 ans maintenant. Depuis 2 ans, sur ce poste de professeur de PS, je suis détaché aussi à mi-temps au CREPS, sur un poste partagé, pour essayer de créer des relations entre le CREPS et l'UFR STAPS, pour faire en sorte que la science vienne un petit peu plus aider le monde de l'entraînement quand c'est possible, ce qui est une tâche relativement ardue parce que c'est 2 mondes qui des fois ont un petit peu de mal à communiquer, mais finalement pas tant que ça quand ils arrivent à trouver le sujet d'intérêt. Donc ce qu'il faut, c'est trouver le sujet d'intérêt. Parallèlement à ça, j'ai aussi d'autres fonctions dans le monde associatif, où je suis directeur technique et sportif de Castelnau Basket, qui est un club familial sur la banlieue montpelliéraine et qui performe avec une équipe masculine en NM3, 5e niveau français, et une équipe féminine aussi en National 3, mais la féminine pour le coup, et qui est toujours un plaisir de pouvoir allier justement ce basket passion avec un petit peu de niveau. Avant ça, j'ai été entraîneur sur une équipe professionnelle dans le nord de la France, à Liévin, où j'ai vécu de super moments. Et j'ai pu vivre ces moments-là parce qu'encore avant ça, j'avais l'équipe U15, on dirait maintenant, à l'époque on appelait ça minime, puisque c'était presque le siècle dernier. On voit mes cheveux gris quand même. Avec qui j'ai eu tout de suite des résultats extraordinaires, puisque la 2e année, on termine vice-champion de France, et on fait du groupe A, et on fait encore 2 fois vice-champion de France, mais du groupe B. Donc en fait, tout le monde a cru que j'étais compétent en entrée de jeu, et résultat, j'ai eu tout le temps pas mal de possibilités de pouvoir entraîner. Donc j'ai entraîné la sélection du Pas-de-Calais aussi chez les enfants. J'ai eu la chance d'avoir la responsabilité de la section sportive basket à Liévin, où on avait 2 heures d'entraînement quotidiennement. Donc ça, c'est juste extraordinaire, ce qui nous plaçait à l'égal d'épaule. D'ailleurs, sur les compétitions qu'on jouait au niveau scolaire, il nous arrivait régulièrement de jouer contre l'épaule. De temps en temps, on gagnait, de temps en temps, on perdait. On perdait un peu plus souvent contre celui du Nord, nos amis Loitini, mais bon, ça c'est la vie, c'est eux qui choisissent ça en premier. C'est la bête noire. C'est la bête noire, c'est en même temps, heureusement que c'est eux qui
qui gagnaient, C'est puisque clair. c'est eux qui sont sur la filière de détection fédérale. Et puis de toute façon, on travaillait ensemble, donc il y a zéro souci. Hein. Que ce soit Babette d'Assonville ou Fabien Fritzak, dans les deux cas, c'est des gens avec qui on avait des super relations. Donc top, top. Voilà, j'ai sûrement oublié pas mal de petits trucs. Ouais, si, il y a un autre aspect que je veux dire par rapport à qui je suis. J'interviens aussi sur un camp de basket l'été qui s'appelle TBA. Donc, c'est pas pour leur faire de la pub, on a suffisamment de gamins qui viennent. Mais c'est juste parce qu'en fait, à travers ce camp de basket, on a beaucoup d'entraîneurs qui viennent, puisqu'on a à peu près 200 gamins par stage. Et du coup, des entraîneurs qui viennent régulièrement et puis d'autres qui tournent. Et Ouais. c'est super intéressant parce qu'en fait, je passe 2 semaines là-bas où j'ai en responsabilité, sous la houlette de Willy Sénégal, à gérer un petit peu les entraîneurs sur ce qu'ils mettent en place, des fois essayer de leur apporter quelques contenus pour ceux qui débutent. Et en fait, ce qu'ils ne se rendent pas compte, c'est que nous, on leur apporte un peu de contenu, mais eux, ils nous en apportent au moins autant, si ce n'est plus, parce que c'est des exercices qu'on n'a pas l'habitude forcément de voir dans les niveaux auxquels j'ai eu la chance de pouvoir coacher auparavant, et c'est très, très intéressant. Donc voilà, on va se terminer là pour cette présentation, et c'est déjà pas mal. Et c'est vrai que j'aime bien ta vision de l'échange avec nos pairs. C'est que on a tendance à se dire, oh purée, le mec il a entraîné en pro ou en staff national, j'ai rien à lui apprendre, c'est lui qui va tout m'apprendre. Et quand tu discutes avec ces fameux entraîneurs nationaux, ils te disent, mais moi j'adore regarder des mecs de club parce que j'en prends plein les yeux, quoi. Et c'est vrai que c'est pas le même métier. Alors effectivement, c'est pas le même métier, puis c'est pas grand-chose, mais moi j'avais eu la chance d'avoir Frédéric Damiens en Mhm. assistante. Ouais. Et il y a une fois, elle met en place une situation sur un échauffement. J'ai dit, mais c'est juste magnifique cet échauffement. Comment j'ai pas pu penser avant que c'était aussi important d'aller regarder ce repère. Ouais. Alors bon, j'avais pas beaucoup d'années d'expérience forcément derrière moi, mais suffisamment pour normalement être capable de voir ce point précis. Et en fait, j'étais passé complètement à côté. Et c'est elle qui me regardait effectivement avec des grands yeux, qui m'a ouvert sur bah voilà, ce point-là, à ce moment-là, quand on pose le pied, il faut faire ça comme ça. Et c'était top. Alors que j'ai joué aussi un tout petit peu et j'aurais dû savoir que c'était ça qu'il fallait que j'amène aux gamins. Mais à ce Mhm. moment-là, non, je ne l'avais pas. Donc, ouais, échanger avec des gens qui sont au-dessus, en dessous, c'est toujours quelque chose qui m'apparaît être bénéfique. Mhm. Comment est-ce que tu vois, toi, l'entraînement des jeunes que tu as aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'anime dans le fait d'entraîner ces jeunes-là? Alors, bah, aujourd'hui, j'entraîne plus que le lundi sur des entraînements de Ouais. perfectionnement. Donc, on sélectionne un petit peu les joueurs qui viennent sur ces Mhm. entraînements. C'est pas des joueurs qui seront destinés au haut niveau. Donc, je fais ça pour essayer de leur apporter justement quelques compétences supplémentaires pour qu'ils puissent jouer au plus haut niveau qu'ils puissent jouer, sachant que ce Mhm. sera jamais au-dessus de la Ligue, peut-être National 3 pour certains, mais là, on n'a pas de talent, à part peut-être un qui, sur les U13, pourrait éventuellement percer, progresser un petit peu, Mhm. mais des moments où on en a qui percent, ils partent de chez nous, et c'est une bonne chose. Hein. D'ailleurs, je suis très content, là, on en a deux qui viennent de la même famille, avec des parents qui ont trouvé la formule magique pour faire des grands, puisque on a Arthur Cange qui est immense, qui est parti là, qui était à Dijon, et maintenant qui est au centre de formation de Saint-Chamond en basket. Mhm. Et quand il nous a dit qu'il partait, mais super, on a réussi à mettre en place ce qu'on voulait mettre en place. Donc l'entraînement pour les jeunes, maintenant je le vois plutôt sur axé avec beaucoup de travail individuel pour qu'ils puissent se sortir de situations quand les coachs leur demanderont de mettre en place certaines choses. Et lorsque j'entraînais avant, j'avais cette volonté-là lorsque j'étais sur la section sportive, puisqu'en fait j'avais pas Mhm. beaucoup de contraintes sur les résultats à avoir. Au niveau du club, j'avais pas forcément non plus une pression énorme, mais quand on est compétiteur, on veut y arriver. Alors moi, je suis jamais arrivé. J'ai 3 fois en finale du championnat de France, 3 fois perdu sur 5 ans. C'est comme ça. Il y a des petits trucs que j'arrivais pas à maîtriser à ce moment-là. Mais là, j'étais pas forcément sur la formation du joueur. J'étais vraiment sur La comment amener le performance. joueur à être bon tactiquement pour pouvoir jouer avec les autres. Ouais. Et surtout, comment avoir le goût de la victoire et uniquement de la victoire. Parce que il y a un moment où si on joue que pour former les personnes, ben, on oublie quand même l'essence du jeu quand on est sur le terrain et encore plus dans le monde professionnel qui est de gagner. Mhm. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir comme entraîneur Pierre Bressan, qui est un Américain, malgré que la consonance soit française,
Et lui, c'était gagner à tout prix. Enfin, tous les moyens étaient bons pour gagner. Voilà. Donc, c'était essayer de leur donner un petit peu ce goût de la gagne. Parce que chaque année, on avait quand même 1 à 2 contrats professionnels qui étaient signés par les joueurs qu'on avait eus sur la section sportive et sur le club de Liévin. Donc, voilà comment j'envisage l'entraînement. Enfin, j'envisageais, puisque maintenant j'ai plus ce niveau-là, et comment je l'envisage actuellement. Ok. Et comment tu gères justement, c'est une question que je pose relativement régulièrement maintenant, comment tu gères ce dilemme formation-performance? C'est pas moi, je le vois pas forcément comme un Ok. dilemme, parce que en fait, tout ce qu'on fait en termes de formation, c'est pour gagner. Alors, est-ce que c'est pour gagner à court terme ou à plus ou moins long terme? C'est ça la question. C'est un petit peu différent. Il y a certains aspects où je mettais vraiment l'aspect formation en premier, parce qu'il fallait à tout prix qu'on ait ce mouvement-là. Un exemple sur l'aspect du démarquage. Ouais. Les gamins, pendant 3 semaines, ils travaillaient pendant quasiment plus d'1 heure le même exercice avec du démarquage pour le maîtriser Ok. à la perfection. J'étais un petit peu staccanoviste à l'époque et j'ai un petit peu évolué depuis, mais voilà, j'étais comme ça. D'ailleurs, ça faisait rire un petit peu les parents qui, dès qu'ils me lançaient un petit peu, je partais tout de suite au quart de tour parce que c'était la compétition, la gagne tout le temps. Il fallait faire les choses correctement et pas autrement. Bon, maintenant, on arrive avec un peu d'expérience et un peu de recul à voir les choses différemment, mais je savais que là-dessus, j'allais peut-être pas leur donner suffisamment de contenu tactique pour pouvoir y arriver. Mais quand ensuite on était capable de faire les choses correctement, eh ben, quand on va jouer contre l'équipe d'Orly et qui dit, le coach d'en face qui était un très très bon coach, et qui dit désolé, je vais être obligé de passer en zone parce que là, sur chaque démarquage, derrière sur la percussion, je me fais avoir, on a gagné quelque chose. Bien sûr. Donc c'est du coup la gagne qui revient, et à chaque fois qu'en fait on travaille quelque chose en termes de formation, c'est pour la gagne. C'est juste, est-ce que ça arrive tout de suite ou pas? Ouais. C'est pas un gros dilemme en tant que tel. Enfin, pas pour moi. Intéressant. Tu parlais de prendre du recul. Qu'est-ce qui t'a fait, toi, prendre du recul par rapport à ton état d'esprit conquérant du passé? Eh ben, l'évolution de la vie. On est jeune, on est fougueux, tout va bien. Et puis un jour, on trouve de quoi se caser. Et puis ensuite, on agrandit la famille. Et en fait, moi, c'est la naissance de mon fils qui m'a fait me poser beaucoup de questions sur est-ce que ça vaut le coup de donner sa vie à l'entraînement ou pas. Et c'est là d'ailleurs où j'ai démissionné sur l'équipe. Le président avait été prévenu suffisamment longtemps à l'avance. On a mis très longtemps à trouver le coach adéquat, qui finalement n'était pas forcément peut-être le coach adéquat, vu que le club a coulé derrière. Mais bon, ça c'est encore autre chose. Et en fait, le fait d'avoir un enfant, moi, m'a fait prendre énormément de recul. Et juste ce côté très dur, très autoritaire, il existe toujours. Hein. D'ailleurs, les étudiants sont pas toujours contents quand ils ont affaire à moi, mais bon, ça c'est autre chose. C'est juste que j'ai mis beaucoup plus d'émotion dans ce que je fais. Et le fait de mettre de l'émotion, c'est ce qui m'a permis de prendre du recul. Et puis quand j'ai démissionné, du coup, je suis sorti un petit peu du circuit. Et quand on sort du circuit, ça permet de se poser. Et quand on se pose, on réfléchit à tout ce qu'on a fait de bien, de pas bien. Et il y a certaines choses que j'ai vues par rapport à tout ça dans mon analyse qui n'étaient pas forcément très, très bien faites de ma part. Et notamment cette gestion humaine. Donc, c'est pas forcément... Beaucoup de gens disent oui, la génération actuelle, la génération Z, X, Y, là, on met plein de lettres. Mais il y a toujours eu des gens qui sont plus ou moins sensibles. On a peut-être maintenant un peu plus de gens qui sont plus sensibles. Mais dans le monde de l'entraînement... pas forcément avec une proportion beaucoup plus importante, mais on a des outils pour aussi mieux les gérer. Ouais. Et du coup, le fait que je sois enseignant à l'université, quand j'étais déjà là-haut à Liévin, j'étais déjà, après avoir fait mes 5 ans au collège, parti sur l'université, avec la chance d'avoir des personnes qui, des fois, s'en rendaient pas compte, hein, comme Annie Carton, qui était prof là-bas, maître de conférence en psychologie. Des petites discussions anodines pour elle, mais bam, une petite phrase par-ci, une petite phrase par-là, ça permet de réfléchir, de prendre du recul. Et puis la chance, alors ça, malheureusement, j'ai pas pu le côtoyer très très longtemps parce que
C'était quelqu'un qui était très pris, puis moi, j'avais pas non plus forcément beaucoup de temps dans mon emploi du temps, mais j'ai eu la chance d'avoir Christophe Vitou qui m'a un petit peu mis le pied à l'étrier au tout départ, parce qu'il était sur le stade couvert régional à Liévin, et qui connaissait bien le président, qui avait été l'ancien président de Saint-Quentin. Et pareil, c'est juste 2-3 discussions qu'on a eues, et ça permet de prendre beaucoup, beaucoup de recul après coup, et de se dire, ah ouais, là-dessus, ils ont raison. Et la personne qui m'a succédé, Laurent Mopsus, lui était très fort sur le management humain, avec des méthodes que je méconnaissais complètement. Et comme j'avais toujours quelques relations quand même avec les joueurs, ben, les joueurs me parlaient de comment lui, il abordait les choses. Et j'ai trouvé ça sympa de chercher à aller un petit peu plus loin. Et puis bah, du coup, j'ai bossé dessus. Et je pense que si j'avais à recoacher, ce que j'ai fait très brièvement l'année dernière, parce qu'il bah, il a fallu prendre la place des coachs qu'on a démis, parce qu'on n'avait pas été bien bon sur la gestion du groupe. Des fois, quand je dis groupe, c'est les relations coach-joueur. Donc du coup, bah, il a fallu les remplacer au pied levé. Bah, là, par exemple, j'ai pas pu mettre en place ce côté autoritaire, parce que sinon, je savais qu'au bout d'une semaine, j'avais perdu tout le monde. Et j'essayais de travailler avec ces nouvelles méthodes pour moi, hein, parce que pour certains, c'est des méthodes qu'ils maîtrisent depuis très très longtemps, mais pour moi, c'était nouveau. Et on a réussi à s'en sortir, même si travailler contre nature, c'est pas toujours si évident que ça. Mais on y est arrivé, donc c'est l'essentiel. On s'est maintenu sur la dernière journée, où on a terminé 7e, alors qu'on pouvait terminer 11e, et du coup, relégué. Donc, content à la fin. Le maintien était là. Ouais, le maintien était là, mais c'est surtout content d'avoir fait en sorte que le groupe arrive à s'épanouir, et que les relations que j'aurais eues si j'avais été encore moi-même comme avant, sans ce recul-là, auraient été des relations tout de suite conflictuelles. Là, j'ai réussi à faire en sorte que ce soit des relations qui soient productives pour eux et pour moi. Donc, très bonne chose. Et tu parlais aussi de bonnes choses. Est-ce que tu as des exemples de choses que tu avais bien fait en tant que coach en équipe pro, avec le recul? Bah oui, il y a toujours un petit peu de résultats positifs quand même hein, dans ce qu'on fait. Et là, pour le coup, moi, j'ai eu le plus beau bilan, si j'ai bien saisi l'histoire du club. J'étais le seul entraîneur à avoir réussi à avoir autant de victoires que de défaites. Tous les autres avaient eu un petit peu plus de défaites que de victoires. Mais bon, en même temps, quand on est l'avant-dernier budget du championnat, c'est toujours un peu compliqué de gagner des matchs. Moi, j'ai eu la chance de récupérer des joueurs qui étaient revanchards sur certaines choses et qui avaient besoin de prouver, puisque c'était eux qui étaient mis en avant. Donc on a gagné. Et dans ces bonnes choses, bah, c'est de faire en sorte de pousser les joueurs à toujours bosser et à bosser davantage. D'ailleurs, j'avais eu quelques accrochages où, bah, pareil, tête baissée, on ne se rend pas trop compte des choses, mais avec mon capitaine de l'époque, David Silly, qui était quelqu'un de très très bien, parce que gros bosseur, bah, je lui en demandais tellement et je demandais tellement aux joueurs qu'un jour il m'a dit « Mais stop, arrête, là, tu te rends pas compte, le lundi, on revient, on est fatigué, il faut nous laisser. Non, le lundi, c'est muscu, c'est... » Parce que moi, j'avais eu cette chance d'avoir dans mon passé des visions avec Pierre Bressan, américain, et puis avec Feu, Sergei Tachian, que je rencontrais justement l'été sur les camps TBA, et qui m'a fait découvrir ce que c'est que la préparation physique russe, qui avait quelques années d'avance sur la nôtre. C'était d'être toujours à fond et de mettre des grosses quantités de travail aux joueurs. Et ça, je pense que dans la gestion de la charge de travail, on a besoin de mettre quand même des grosses quantités aux joueurs, sachant qu'on peut la gérer, cette charge de travail. Maintenant, on a quelques outils qui nous permettent de savoir un petit peu où on en est par rapport à ça, qui ne sont pas toujours forcément tous évidents, et puis qui, pour certains, sont décriés, pour d'autres, ne le sont pas. Enfin bref, après, ça, c'est... Chacun voit quelle méthode il utilise, mais c'est cette volonté de mettre toujours une grosse quantité de travail, d'être très rigoureux sur ce qu'on fait. Moi, je suis très attaché aux détails, et ça, je l'avais depuis très longtemps, hein, cette histoire de travailler pendant plus d'une heure une situation où on répète, c'était horrible pour les gamins. Sauf que derrière, ils devenaient très forts parce qu'ils maîtrisaient tous ces petits détails qui sont très très importants. Et d'ailleurs, là, j'ai eu la chance cet été d'avoir un joueur qui est venu. Quand il est arrivé, on n'avait qu'1 heure et demie pour bosser. On a bossé toujours un petit peu plus que prévu, mais avec la volonté à chaque fois de lui mettre une grosse dose de travail.
Et quand je l'ai retrouvé sur le camp à la montagne, parce que je lui ai dit que moi, je partais sur les 2 semaines, il m'a dit ça tombe bien, j'y vais aussi en famille, donc on va pouvoir encore bosser là-haut. Ouais. L'après-midi, normalement, c'était plus ou moins off pour lui. C'est bon, Milan, tu peux. Allez, on y va. Et hop, il reprenait, avant d'aller sur son pick-up game et s'amuser, il reprenait une charge. Et voilà, on allait au maximum pour qu'il Ouais. puisse vraiment bénéficier de tout ce que peut apporter l'entraînement. Et là-dessus, c'est vraiment la mentalité américaine. Moi, j'ai eu la chance de jouer avec Skeeter Jackson, le père d'Edwin Jackson, qui est Ok. maintenant à Villeurbanne. Mhm. Edwin, il arrivait et il disait il faut s'entraîner, s'entraîner, s'entraîner. Avec eux, c'est la version Kobe Bryant du basket. Mhm. C'est pendant que je dors, il y en a un qui s'entraîne. Ouais, je vois Donc très les bien. gars, ils s'entraînent. Et avec tous ces frasques de Edwin prend sa retraite internationale et compagnie, c'est quand même un sacré bon joueur de basket. Et un gars qui a fait des performances extraordinaires. Parce qu'être meilleur marqueur du championnat de France sans être américain, Mhm. même si, et être ensuite meilleur marqueur du championnat d'Espagne, enfin voilà, il y a un moment. Et c'est là où on voit que le travail paye. Et pour moi, il faut toujours mettre du travail. Donc voilà, ces choses importantes, rigueur, travail, c'est quelque chose que je garderai toujours parce que je pense que c'est des ingrédients nécessaires pour réussir à haut niveau. Ok. Comment est-ce que tu fais pour gérer justement la charge de travail sur des plus jeunes ou des plus vieux? Est-ce que c'est la même quantité? Est-ce que tu fais évoluer? Comment est-ce que tu gères ça? Alors sur des plus jeunes, on a les contraintes en Oui, fait liées, je les avais aux accès. que 2 heures. Mhm. Par contre, sur les jeunes, moi je pouvais très très bien gérer la charge de travail puisque professeur de PS Ouais. qui avait en charge cette classe-là, avec la section sportive attelée aussi dans cette classe, plus quelques footballeurs du centre de préformation de Liévin. Donc du coup, sur l'EPS, je ne faisais pas des cours de PS classiques. Moi, j'avais déjà commencé il y a longtemps, on faisait du stretching, on faisait un petit peu de travail de méditation, des choses qui, dans ces époques-là, ne faisaient pas forcément trop. Ouais. Mais en fait, d'un commun d'accord avec Philippe Lambert, qui lui était le directeur du centre de préformation, Mhm. et avec qui j'ai de très très bonnes relations, on savait que si on leur rajoutait encore du travail, ils risquaient de venir en surentraînement. Donc nous, on gérait notre charge de travail et on mettait des activités où on allait faire ce que j'appelais le border cross. En fait, on avait un parc juste à côté du collège, parce que Liévin, c'est une ville formidable en termes d'installation sportive. Tout sportif qui a envie de voir un endroit juste énormissime, il peut aller à Liévin au niveau du stade couvert. À côté, il y a Ok. le parc Rolandcourt où on peut courir. Il y a un collège, un lycée, l'université est juste à côté. La salle de basket est là, il y a une salle de muscu, enfin, tout ce qu'il faut pour réussir. On allait courir et on se mettait juste des petits sprints avec des challenges comme les gens qui font du border cross en ski. Nous, on le faisait, mais en courant. Voilà, donc il pouvait y avoir des sauts à faire, des choses comme ça. Et en fait, les gamins, on leur mettait une petite séance de préparation Mhm. physique sans qu'ils se rendent compte. Et puis après, on pouvait gérer les entraînements derrière. Et pour les jeunes, ce qui est sympa, mais je pense que tous les gens qui suivent ce podcast ont déjà entendu Sébastien Rattel, c'est des sportifs de haut niveau en puissance, les jeunes. Ça récupère super vite. Donc à Ouais. gérer, c'était très très simple. Et pareil, on était dans un environnement formidable parce que il y avait les kinés qui étaient à disposition. Le médecin, c'était plus compliqué, mais il suffisait d'ouvrir la porte qui séparait le centre de préformation du collège et le médecin du centre de C'est dur. préformation. Ouais. Ouais, j'ai eu la chance que ce soit Philippe Lambert Mhm. sur la direction du centre de préformation. Parce que lui, il m'a dit c'est simple, hein, c'est simple. Ils viennent, c'est des enfants. Et le but du jeu, c'est qu'ils soient en bonne santé et qu'ils puissent performer ensuite. Et par rapport à ça, je le remercie parce qu'il m'a souvent sorti de situations où, quand il faut aller voir un médecin, ça devient vite compliqué parce que les parents, il faut l'autorisation, la carte vitale, le machin, le truc, c'était dur. Et là, avec lui, ça devenait super simple. Et les kinés, je prenais les kinés du club Ok. parce qu'on avait une équipe de kinés qui était vraiment au top. Donc là, c'est pareil, c'est pas super correct. Et maintenant, on pourrait peut-être plus le faire parce que la législation est un temps plus pénible. Mais je prenais ma voiture, j'amenais les enfants chez les kinés les voyaient. À la fin de l'entraînement, je
reprenais la voiture, je venais les récupérer, je les amenais à l'internat. Et Chose j'avais qui est une collègue. interdite maintenant. Maintenant, on C'est pourrait un plus faire enfer. ça. Non, c'est clair. Et j'avais une collègue qui surveillait les gamins pendant ce temps-là. Ah oui. Donc mais voilà, on était sur de l'entraide entre tous. Et puis, en fait, c'était pas forcément tout très, très réglementaire par rapport au texte, mais c'était que du bon sens. Bien sûr. Parce qu'on peut pas laisser un gamin blessé, rester blessé et dire t'attendras de rentrer chez toi ce week-end pour voir ce qu'il en est. Et puis, si tu reviens pas avec une heure de danse, tu iras pas voir le kiné. Et puis, tu te débrouilleras pour prendre le bus. Non, c'est pas... Ouais. C'est pas comme ça que je voyais les choses. Les choses sont simples et deviennent compliquées. Dès Donc, qu'on met c'est un peu compliqué. d'administratif. Ouais. C'est ça. Comment est-ce que tu as fait quand tu coachais pour observer la progression de tes jeunes? Est-ce que c'était que les résultats en match? Est-ce que c'était juste de l'observation? Est-ce que tu avais des critères particuliers que tu observais? Comment est-ce que tu faisais ça? Les résultats, c'est effectivement une variable incontournable. Hein. Si on a des résultats avec les victoires, ça veut dire qu'à un moment ou un autre, on progresse quand on rencontre les mêmes équipes. Hein, parce que, bien sûr, si on rencontre des équipes différentes, c'est pas tout à fait la même chose. Et ensuite, j'avais une petite routine. En fait, c'est pour voir leur progression et surtout pour savoir si tout se passait bien. Donc, on avait une petite routine où ils commençaient. Donc, on était dans une salle où il y avait des paniers latéraux. On avait 8 paniers comme dans pas mal de salles de basket quand elles sont bien faites. Et en fait, les gamins partaient tirer des tirs en course, main droite. Ensuite, ils avaient des tirs extérieurs à prendre. Et moi, je les regardais tirer. Et en fonction de leur façon de tirer, j'essayais de déceler s'ils étaient en forme, pas en forme. Et est-ce que là, ça va bien? Est-ce que sur le geste, ça a changé un petit peu? Voilà, donc, il y a aussi pas mal de petites situations comme ça qu'on prend en routine qui nous permettent d'évaluer ce qui se passe en termes de progression. Et après, avec le temps, on commence à avoir sa planification qui est pas mal faite. Et on voit si on est dans les temps de passage qu'on a imaginé ou pas. Mais ça, c'est l'expérience seulement qui peut le dire. Au début, j'étais un petit peu en difficulté par rapport à ça. Donc, j'ai imaginé des situations un petit peu... prof de PS, on a tout ce qui est évaluation formative, formatrice, comme on nous l'a appris. Alors, nous, c'était l'IUFM à l'époque. Maintenant, ça change de nom à chaque fois. Mais... malgré que le métier ne change pas, hein, les élèves sont toujours les élèves. Et en fait, j'essayais un petit peu, à l'instar du Skills Challenge qui se met en place en NBA, d'avoir en tir, en course, on lèvera tant de points, ensuite on va faire une passe dans un cerceau, ensuite on a tel type de déplacement avec un chrono. Parce que comme j'aime bien tout ce qui est rigueur, le temps m'allait bien. Mais j'essayais après de mettre un petit peu d'analyse subjective avec justement... voir si les gamins sont bien ou pas avec cette petite routine. Et ça, c'est quelque chose, le jour où je l'ai mis en place, qui m'a vraiment facilité la vie derrière. Parce que les interactions étaient faciles avec les enfants. Hein. On voit plus les enfants qu'eux ne voyaient leurs parents. Donc, ça permettait de discuter souvent. Et les gamins se confiaient assez facilement. Alors, au début, non, parce que sur le début, il faut apprendre à se connaître, mais quand c'était les deuxièmes années, là, c'était super simple. Et dès qu'il y avait un souci, ils savaient aussi qu'on allait chercher à régler le souci. Et c'est pas de dire juste j'ai un souci pour qu'on sache qu'ils ont un souci. C'est qu'est-ce qu'on peut mettre en place derrière. Et on y passait des heures et des heures. Mais le plaisir. Oui, toujours. Comment est-ce que tu faisais pour gagner leur confiance? Ça se faisait vraiment naturellement ou tu utilisais des méthodes, entre guillemets, pour obtenir leur confiance? Pas forcément de méthode plus que ça. En fait, c'est naturel. En fait, on est passionné de basket. Et moi, j'étais très, très, très dur sur les premières semaines. D'ailleurs, une fois, j'étais intervenu sur la journée de validation qu'on a pour le diplôme d'entraîneur. Et volontairement, pour choquer tout le monde, parce que j'aime bien de temps en temps le mettre sous forme polémique. J'avais dit, moi, vous savez, mes 3 premières semaines, dans ma planif, j'ai écrit dressage. Pas vrai, bien sûr, hein, on est d'accord. J'adore. Mais en fait, je préférais, et ça m'est arrivé, d'avoir des gamins qui disent au bout de 10 jours, stop, je veux plus. On va passer 2 ans ensemble. Donc d'entrée de jeu, c'était très dur pour pouvoir voir si eux allaient aussi se donner les moyens de pouvoir réussir leur projet initial pour lequel ils étaient venus, à savoir réussir à haut niveau. Parce que les contraintes du haut niveau, elles sont quand même super compliquées. Hein.
C'est pas beaucoup d'élus à la fin, avec beaucoup de personnes qui ont donné énormément de leur temps, que ce soit le joueur ou que ce soit son environnement. Parce que trop souvent, on oublie que les parents... Enfin, moi, j'ai eu la chance d'avoir souvent des parents formidables qui faisaient les déplacements. Et quand on est sur un championnat de France, alors on a de la chance qu'au départ, ce soit sur des zones géographiques où on bouge pas trop. Et quand on dit on bouge pas trop, c'est quand même partir le matin à 9 h et puis rentrer le soir à 19 h. Alors, le club de Liévin était top par rapport à ça, c'est qu'on terminait toujours au flunch. On amenait les gamins au flunch, et ça me permettait après d'amener les gamins à l'internat, à l'ouverture de l'internat. Donc en fait, de passer tout le temps, avec tout ce temps-là avec les gamins, en ayant été dur au début, en voyant qu'ils sont capables qu'on a la même passion, au bout d'un moment, la confiance, elle s'installe. Et puis, cette chance d'avoir tout de suite des résultats, parce que des joueurs assez talentueux, sur la deuxième année où j'y étais, on termine vice-champion de France. Donc, avec ces gamins-là, la relation de confiance s'installe. Et puis, quand ceux qui ont réussi ont confiance en la personne, c'est tout de suite, ça se diffuse aux autres. Et puis surtout, j'ai eu la chance, et ça, c'est très important pour réussir, c'est d'avoir un environnement sain. C'est-à-dire que les parents étaient à chaque fois derrière les enfants, mais derrière les enfants, pas derrière leurs enfants. Et ça change tout. Parce que quand on sent que tout le monde s'entend correctement, sur le terrain, il y a une petite énergie supplémentaire qui arrive. Je ne saurais pas l'expliquer, je ne sais pas d'où ça vient, mais c'est quelque chose qu'on ressent quand même. Et ça, c'est juste génial. Et pour gagner leur confiance, j'essayais de faire en sorte que quand je mette des règles, ces règles-là, je les respecte. Et il y a des fois où c'était dur, parce que quand on joue un match très important, qu'un gamin arrive en retard, 1 minute de retard, c'est 10 pompes, et qu'il arrive avec 14 minutes de retard, il doit me faire 140 pompes. Son père vient me voir en me disant il ne fera pas les 140 pompes parce qu'on a été bloqué par la braderie. Sauf que moi, je suis dans ma vision très très brute de décoffrage, donc je dis non, il fait 140 pompes ou il joue pas. Il me dit il les fera pas. Je dis il joue pas, vous pouvez vous en aller. Ah ouais, mais on a un joueur en moins, si on perd ce match, on n'est pas qualifié, c'est une certitude. Parce qu'à la fin, une victoire ou une défaite, ça fait la différence sur le peu de matchs qu'on a à jouer. Donc toute la semaine, il vient à l'entraînement de la section sportive. Donc là, j'ai plus ma casquette d'entraîneur, j'ai ma casquette de formateur. Ok, je dis rien. Il arrive à l'entraînement. Kevin, 140 pompes. C'est même pas moi qui ai géré. Il a dit non, je les ferai pas. C'est les gars qui y sont allés et lui ont expliqué la suite. Il a fait ses 140 pompes, jamais eu de problème. Et après, tout roulait. Et c'était nickel. Et puis après, la confiance s'installe et on essaye d'être vraiment dire la vérité, c'est pas forcément toujours simple. Ouais. Mais moi, ça me dérange pas. Parce que je sais pourquoi je dis les choses. Donc, on est d'accord, on n'est pas d'accord, c'est autre chose. J'ai eu la chance d'avoir Alexis Desespringales en tant que joueur. Il arrive, il dit ouais, moi je veux venir à la section sportive. Bien sûr, vu ton niveau, il n'y a pas de souci. Je jouais aussi en U15 France. Non, tu ne joueras pas en U15 France. Tu vas venir et tu vas jouer en région. Donc les parents, non mais je dis, faites-moi confiance. Si je le prends la première année, je suis à peu près persuadé que je vais le brider parce que je ne vais pas pouvoir lui donner autant de temps de jeu que je veux et autant de responsabilités que je veux. Donc, laissez-le aller dans le championnat régional avec notre équipe réserve. Et puis, l'année d'après, il sera avec nous. Et je vous promets qu'à la fin, il sera sûrement meilleur. Bon, ils disent, allez, on va écouter, on va suivre. Ils mettent ça, ils écoutent ce que je raconte. Il joue une première année en région. L'année d'après, il fait vraiment une super grosse saison. Et il termine à Nanterre et il a joué professionnel à Nantes, à Lille. Et là, il est encore dans des clubs de N1 à jouer. Voilà, donc je pense que c'était ce qu'il fallait mettre en place à ce moment-là. Et la vérité, enfin ma vérité, parce que ça reste que ma vérité, ça a fonctionné derrière. Et après, les gens, ils font confiance parce qu'ils disent... ce gars-là, il ne fait pas ça pour se faire mousser. Non, on fait ça pour prendre du plaisir tous ensemble. Ouais, je vois. Et quelle était ta relation avec les parents? Comment est-ce que tu gérais ça? Alors, au tout début, la relation a évolué avec le temps.
Mais au tout début, en fait, moi, je ne prenais pas trop en compte les parents. Ils se débrouillaient. C'était à eux de se gérer. Et d'ailleurs, avec le recul, ça me fait sourire, mais on joue un match, c'était ma première année de coaching, on perd le match, et pour moi, on perd parce qu'on n'est pas suffisamment efficient sur le double pas. Enfin, efficace sur le double pas. Donc, à la fin du match, pas de match des cadets France, puisque ça s'appelait aussi comme ça à l'époque, cadets, c'est pas U18 comme maintenant. Ouais. Donc, la salle dispo. Je dis, vous restez tous, c'est 50 doubles pas à mettre à droite, puis 50 doubles pas à mettre à gauche, les 50 doubles pas consécutifs. Donc, c'est collectif ou individuel si on n'y arrive pas collectivement. Les parents, ils étaient dans les tribunes, ça gueulait sûrement. Hein. Mais moi, en fait, j'étais tellement focus sur le jeu, les joueurs, que les parents, je m'en occupais pas. Et en fait, c'est la deuxième année, quand on est vice-champion de France et qu'on part jouer pas très loin d'ici, finalement, maintenant, à Toulouse. Et en fait, une grosse ambiance. Et c'est là où je me suis dit qu'il fallait effectivement commencer à prendre un peu en compte les parents. Mais sur la première année, aucune prise en compte de ce que pouvaient penser ou imaginer les parents. Et c'est à la fin de la deuxième année, quand on a fait la fête à la fin à la maison pour fêter ce parcours, parce que même si on n'est pas champion de France, c'est quand même beau d'arriver là. Et que j'ai compris tout l'intérêt d'avoir des relations de confiance avec les parents. Et j'avais laissé les U15 une année. Et puis la personne fait un peu n'importe quoi sur d'autres aspects. Donc le club la vire. Donc on me demande de les reprendre. Première chose que j'ai fait, réunion avec les parents. Il y en a 2 qui se sont battus parce qu'il y avait une très mauvaise ambiance avec les parents. Et voilà, vous crevez les abcès entre vous. Mais derrière, je ne veux pas que vous interfériez sur les gamins. Et si j'entends que pour un gamin et pas pour les autres, ça ne se passera pas bien. Et là, j'en avais un qui avait... Son fils était magnifique, hein, puisque son fils, on l'avait fait surclasser à l'époque où il était Benjamin. La DTN nous avait autorisé à le faire jouer en minime France. Donc, un vrai bon joueur. Ouais. Mais le père était pénible. Mais je le connaissais depuis longtemps, longtemps. Quand j'étais arrivé, je l'avais tout de suite connu, cette personne-là, parce que c'était dans le club où je jouais. Et il a tout de suite changé. Avec l'autre entraîneur, il était super pénible et ça se passait mal avec les parents parce qu'il était chiant avec tout le monde. Et là, soit tu te mets correctement, soit ton fils, pourtant que je fais plus qu'estimer, puisque pour le prendre avec un an d'avance sur les... Ouais. Il va en pâtir. Il va en pâtir. Donc, lui faire comprendre qu'il me laisse le jeu et lui, il va dans les tribunes et il fait en sorte que ça se passe bien avec les autres, sinon on n'ira pas jusqu'au bout. Et cette année-là, encore une fois, on n'a pas été jusqu'au bout, puisqu'on perd à Strasbourg en finale du championnat de France. Mais bon. Ce qui reste quand même un bon résultat. C'est le groupe B. C'est le groupe B aussi. Okay. Avec certaines équipes, avoir un bon résultat en groupe B, c'est bien. Là, j'aurais espéré faire un petit peu mieux, parce que justement, j'avais ce gamin qui à lui tout seul pouvait changer quand même la phase d'un match. Et d'ailleurs, sur la finale, je le fais jouer 35 minutes. Et à la fin, il est mort, il est cramé, on sait qu'on va perdre. Et je lui dis... Tu dois apprendre maintenant à gérer ces moments-là si tu veux devenir un jour quelqu'un. Et je l'ai laissé mourir sur le terrain à l'agonie, mais c'est parce que dans le plan de formation, il fallait, je pense, à ce moment-là, le mettre face à ses responsabilités. Mais bon, malheureusement, il n'a pas performé par la suite. Mais bon. Il aura peut-être appris quelque chose dans la vie. C'est ça. Ouais. Comment tu fais quand... parce qu'on est tous entraîneurs, hein, en tout cas la plupart des gens qui écoutent. On est en pleine saison. On ne sait pas si ce qu'on a mis en place est bon. Comment est-ce que tu sais si ça fonctionne ou pas, ce qu'on est en train de mettre en place? Comment est-ce que tu arrives à sortir la tête de l'eau pour voir un peu ce qu'il y a devant? Alors, moi, j'ai toujours en tête cette phrase de Pierre Bressan. En fait, lui, c'est un peu mon mentor en tant qu'entraîneur. D'ailleurs, je dis toujours mon coach. J'ai eu d'autres coachs, hein, mais il marque tous les jours. On est en relation parce qu'il envoie des messages tous les jours. Enfin, c'est juste extraordinaire. Et en fait, lui, il me dit, on va jusqu'au bout. Et quand on rentrera dans le mur, on saura que c'est plus bon. Au début, ouais. Alors après, non. Parce que quand on rentre dans le mur, ça fait mal quand même. Ouais. Mais
Non, pour savoir si ça fonctionne ou pas, déjà, on a ces fameux résultats. Alors, moi, je suis sur un sport collectif, donc on voit au fur et à mesure. Même si des fois, c'est pas forcément le reflet de ce qui se passe réellement et de ce qui pourrait peut-être se passer par la suite. Je prends comme exemple l'année dernière où l'équipe commence et gagne ses 5 premiers matchs. J'étais pas super serein. Parce que c'était 5 matchs gagnés des fois un petit peu bizarrement et je sentais pas forcément très très bien les joueurs. Là, cette année, l'équipe commence vraiment avec une dynamique inverse. Mais j'étais beaucoup plus serein. Maintenant, je suis un petit peu moins parce que ça commence à faire un peu trop de défaites. Mais comment on fait? En fait, ce qu'il faut, c'est aller demander de l'aide à d'autres personnes extérieures à la situation pour nous dire, voilà, moi, je suis là et il y a un moment, quand j'ai la tête dans le guidon comme ça, j'ai pas cette possibilité de prendre un petit peu de recul et de voir ce qui se passe. Je sais pas comment ça fonctionne. Est-ce que toi, tu peux m'aider? Et là, je pense qu'il faut pas hésiter à aller demander aux gens parce que on a plein d'amis, en fait. Et ces amis-là, ils ont tous tout le temps beaucoup de bienveillance pour nous. Ouais. Donc, ils vont faire l'effort. Et c'est là où j'aime ce moment qu'on passe à Super d'évoluer, là, tous ensemble, sur ce camp de basket. Parce que c'est un moment de partage et un moment d'échange. Pendant la Covid, tous les dimanches après-midi, on se faisait une petite visio, chacun chez soi. Et puis, on discutait un petit peu, tiens, défense ouverte, comment tu l'envisages? Moi, je leur ai dit que j'avais mis en place un projet technique sur Castelnau en quelques pages. Une fois, on en avait discuté parce que là, aujourd'hui, je suis à Castelnau, j'y suis très bien, j'ai envie d'y rester. Mais pour X raisons, j'ai à partir de Castelnau. Faut pas que quand je m'en aille, les choses changent forcément complètement. Donc, je leur ai donné le projet technique et si pour X raisons, ça fonctionne pas, ils ont toujours les bases de ce projet technique qui est là et après qui Tu as peut. mis en place un process qui Ouais, peut c'est être ça. reproductible. Et puis, Ok. quand je suis arrivé, le club avait une salariée déjà à plein temps à l'époque. Et quand on lui a dit, il y a un directeur sportif et technique qui arrive, elle a fait. Parce qu'il y en avait Je eu vais avoir d'autres. un patron. Non, parce qu'on n'a pas de relation hiérarchique. C'est ok. juste, moi, je vais essayer de vraiment déterminer cette politique Je vois. technique. Et en fait, quand elle a vu que j'ai sorti un document en 5 pages qui était vraiment applicable, je me suis dit, je suis pas tombé sur un gars, parce qu'on imagine, professeur à l'université, enfin, professeur d'EPS à l'université, docteur, il se dit, lui, il va me sortir des trucs. Et non. Moi, je suis aussi terrain-terrain. Voilà. Donc, on a un PowerPoint avec 6 slides. Et du coup, c'est super simple à comprendre, c'est applicable. Et les gens qui le lisent, et c'est là où on se bat avec les entraîneurs, c'est quand même, il faut qu'ils le lisent quand même, ce projet. Une fois qu'ils l'ont lu, ils disent « Ah ouais, mais ça, je sais faire, ça, je peux faire. Ah ouais, ok. » Et pas des trucs complètement fous et extraordinaires qui peuvent se mettre en place. Ok. Tout à l'heure, on parlait de l'environnement qui était important pour performer. J'ai déjà abordé pareil dans plusieurs épisodes. Est-ce que la psychologie et ce qu'on va appeler la préparation mentale de manière générale, ça influe aussi sur la performance d'après toi? Parce que j'ai l'impression qu'il y a un petit peu deux écoles. Enfin, moi, maintenant, je pense qu'avant, il y avait effectivement peut-être des courants de pensée qui pouvaient imaginer que la dimension psychologique n'était pas très, très importante. Quand on regarde toutes les anamnèses qui ont été faites après les JO, et notamment après celle de Rio au Brésil, ils ont vu que 80, je dirais une bêtise, c'est pas le bon chiffre, mais 90 à 95% des athlètes qui étaient sur la boîte ou juste à côté de la boîte avaient eu un suivi avec un préparateur mental ou psychologue, parce que c'est quand même deux métiers différents. Et donc, j'ai dit, maintenant, je suis sur un poste partagé. Et on a une MRP ici, donc MRP Maison Régionale de la Performance, qui s'occupe uniquement de tout ce qui est haute performance, donc des athlètes qui sont dans le viseur des futurs Jeux Olympiques, qui sont sur ces Jeux Olympiques-là et qui sont potentiellement, pour certains, pour nous, en Occitanie, là, ici, médaillables. On a des demandes sur la préparation physique, bien sûr, mais pour tous, on a aussi des demandes sur la préparation mentale. On ne peut pas passer outre. Enfin,
cette dimension psycho, maintenant, elle est évidente pour, je pense, tous les entraîneurs, que ce soit pour l'athlète et maintenant aussi pour certains entraîneurs. J'ai les connaissances que j'ai, mais il y a une personne qui va pouvoir m'aider à encore mieux utiliser ces connaissances. Donc, il ne faut pas que je m'en prive. Faut pas que je m'en prive. Et il y a des personnes formidables sur tout ce qui est préparation mentale. Alors, moi, je ne suis pas du tout calé là-dessus. Hein. Nous, sur l'Université de Montpellier, on a 2 parcours. Un parcours PPR pour tout ce qui est préparation physique et réathlétisation, un parcours psy-coach. Je n'interviens pas du tout avec le parcours psy-coach. Par contre, je sais que j'ai des personnes ressources, avec Julie Boichet, avec Grégoire Bosselu, avec Christophe Gernigon, qui peuvent m'aiguiller sur, tiens, telle personne est intéressante. Donc ça, c'est sur l'aspect université. Et puis ensuite, au niveau du CREPS, on a 2 psychologues qui sont là pour pouvoir, pareil, aiguiller et mettre en place, avec des process qui vont être différents, puisque d'un côté, c'est de la préparation mentale et d'autre côté, c'est des psychologues. Donc pour les jeunes, c'est vraiment top. Et pour les athlètes actuels aussi, c'est une dimension qu'il ne faut pas zapper. Ouais. C'est bien ce que tu dis parce que j'ai la chance de discuter avec beaucoup d'entraîneurs. Et la plupart des entraîneurs qui ont du résultat, on va dire, régulièrement à très haut niveau, m'ont dit une chose, c'est tu peux pas être un très bon entraîneur si tu te connais pas toi-même. Et là, tu sais, t'écoutes ça, tu fais purée, mais c'est vrai. Parce qu'en fait, si tu sais pas toi-même te gérer tes émotions, gérer ta façon de parler aux gens, etc., ben, tu peux les emmener avec toi dans du négatif et qui va potentiellement te desservir la performance derrière. Et donc, en discussion, c'est souvent en off. Ils te disent, mais purée, faire une psychothérapie, c'était génial, quoi. Et je trouve qu'on est dans un milieu où l'ego est poussé quasiment au maximum, que ce soit les athlètes ou les entraîneurs, sur quelques entraîneurs. Et des fois, remettre les pieds dans ses propres bottes, c'est cool aussi, quoi. Ouais, je partage effectivement ça. Et c'est important, justement, de vraiment bien se connaître. Mais ce n'est pas que pour entraîneur, hein, c'est pour toute fonction. Et surtout de savoir qu'est-ce qu'il va falloir apporter à tel moment aux joueurs. Là, cette année, j'ai dû coacher un match sur l'équipe première de National 3. On va jouer contre Montélimar et bon, on démarre très très bien le match. Derrière, ils reviennent et à la fin, ça va se jouer à une possession. Et ben là, connaissant le public et me connaissant, voilà, on va arrêter d'être dans la passion et il va falloir vraiment que je me déconnecte de tout ça. Les gars, temps mort, on vient, on se pose, on calme, on respire. Alors que moi, dans ma tête, Ouais, ça bouillonne. Je peux pas jouer en plus, donc C'est pire. c'est encore plus frustrant. Et là, ok les gars, on se calme, tranquille, 3 points, ce qui est déjà beaucoup, hein, 3 points à avoir, mais bon, pas trop le choix. Là, on fait que ça, là, on fait ça, et là, on fait ça. Les gars, ils repartent, ils sont sereins. Des joueurs qui, dès qu'ils prenaient le bouillon, cette équipe-là, en fait, dès qu'elle commence à prendre le bouillon, elle est vraiment mais improductive au possible. C'est incroyable, alors qu'il y a du talent dans cette équipe. Et là, les gars, ils sont repartis, sereins. Et chose extraordinaire, c'est qu'ils ont réussi à mettre en place ce qu'on avait mis sur la plaquette. Il y a juste Valentin qui ne fait pas tout de suite la passe à Nelson, enfin, qui l'a fait tout de suite, alors que normalement, il aurait dû poser 2 dribbles. Et là, Nelson, du coup, très bien dans sa tête, le gars, il prend un tir, il est venu d'ailleurs, faute sur le tir, et on gagne le match d'1 point sur le lancer franc qu'il est capable de mettre derrière. Voilà, c'est juste magnifique, mais tout ça parce que on a appris sur soi à prendre du recul et avec des personnes qui... Alors moi, je n'ai pas beaucoup été aidé parce que j'avais plus besoin vu que je ne coache plus. Mais si j'avais à recoacher, je me ferais suivre et me ferais aider par des gens. Puis après, j'ai cette chance de pouvoir discuter avec plein de personnes parce que quand on est à la fac, on a des personnes qui sont compétentes un petit peu dans plein d'activités. Là, on a un collègue, par exemple, qui est parti au foot à Saint-Étienne, Laurent Mortel, qui est avec les filles de la SSE. Donc, on peut discuter entraînement avec lui si besoin. Il aura toujours un petit temps d'échange possible.
Après, avec le Krebs, on rencontre plein d'autres personnes super intéressantes sur des pôles France, des pôles Espoir. Ouais. Puis on fait venir des intervenants aussi, à droite, à gauche. Il y a des séminaires de partout, donc des connaissances, on en acquiert beaucoup. Et pour l'instant, je n'ai pas besoin de me faire suivre. Mais si j'avais à reprendre l'entraînement, je me ferais accompagner pour être sûr de tout mettre en place. Et j'en ai bien pris conscience l'année dernière quand, à la fin, le travail qu'on avait mis en place avec les coachs n'a pas suffi. On a travaillé avec la famille Barbich, donc Yann Barbich qui est général manager adjoint de l'équipe de France de basket, et son épouse Cécile qui travaille aussi sur tout ce qui est, mais elle dans le monde de la RH, sur tout ce qui est management et performance de groupe. C'est par exemple des personnes ressources si on veut à nouveau gérer un groupe, parce que il y a plein de petites méthodes, comment débriefer correctement, faire en sorte que ce débrief il soit productif, que les joueurs puissent prendre juste un conseil et appliquer vraiment ce conseil, et pas avoir une batterie d'éléments qui ne pourront pas être appliqués. Et surtout, et c'est là, on en avait discuté quand on a parlé de cette idée de podcast, c'est réfléchir à qu'est-ce que je fais de bien et que je dois reproduire, et qu'est-ce que je fais de pas bien et qu'il faudrait que je change. Et voilà, ces personnes-là peuvent nous aider à trouver les outils qui nous permettent d'analyser correctement la situation. Parce que quand on ne se connaît pas, finalement, on a du mal à prendre ce recul-là. C'est ça. La préparation mentale pour les entraîneurs, j'ai l'impression que c'est un peu un sujet tabou pour le moment. Est-ce que tu connais des entraîneurs qui se font suivre, toi, en prépa mentale, et ça les a aidés ou pas du tout? Alors, il y en a qui se font suivre, c'est de notoriété publique. Ouais. Et puis, quand on connaît les préparateurs mentaux, on sait aussi avec qui ils travaillent, donc on sait qu'ils sont suivis, même si le grand public ne le sait pas forcément. Et s'ils continuent la collaboration, c'est que ça les aide. À partir de là, après, chacun voit midi à sa porte. Mais autant, ça peut être compliqué, peut-être un petit peu moins maintenant, parce que justement, c'est un peu plus rentré dans les mœurs avec certaines personnes. Mais je me rappelle à l'époque, Saint-Quentin avait pris un préparateur mental, une préparatrice mentale, 2 défaites qui arrivent. Les joueurs, ils n'ont pas hésité. On a trouvé C'est à cause de ça. la bouc émissaire. Oui, tout ça. Voilà. Alors que ça leur avait peut-être apporté des choses très, très positives. Mais bon, il fallait trouver bouc émissaire. Et puis, c'était pas ancré à l'époque. Il avait été un petit peu novateur, le coach, en proposant ça. Maintenant, je pense que pour les joueurs, ils l'ont tous compris. D'ailleurs, les joueurs à très, très haut niveau, quand on voit l'organisation, c'est quasiment un staff pour un joueur en NBA. Donc, ils savent comment il faut se faire aider. Parce que on a du mal à imaginer, et moi, j'ai vraiment du mal aussi par rapport à ça, à imaginer toute la contrainte, toutes les contraintes et toute la pression qu'ils ont, avec la presse en permanence, les contraintes médiatiques. Là, cet été, on a eu la chance d'avoir un joueur qui a signé un contrat NBA et qui a joué il y a récemment son premier match en NBA, parce qu'il joue pour l'instant plus en G-League qu'en NBA. En fait, quand il était là, tout le monde voulait venir et prendre une photo avec lui. Quand les gens ont su, la presse est venue pour faire un petit reportage sur lui. La pression et la charge mentale de ces mecs. C'est juste extraordinaire. Alors qu'il a encore jamais joué en NBA. À part là, il y a 10 jours où il a fait son premier match, et on lui souhaite de faire une grosse carrière à Sidi. Ça doit être dur quand même. Ça doit être dur quand même, cette pression. Notoriété. Ouais. Nous, on s'en rend pas compte. C'est pas avec. Je te garantis que non. Et tant mieux. Et tant mieux. Je voulais revenir sur les aspects techniques, parce que j'ai l'impression aujourd'hui en France, alors toi qui es dans le milieu universitaire et STAPS, peut-être que tu pourras mieux me répondre. C'est peut-être moi qui me fais une idée, mais j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de préparateurs physiques, de moins en moins d'entraîneurs. Est-ce que c'est une idée que je me fais ou pas? Alors, de plus en plus de préparateurs physiques, c'est effectivement que maintenant les staffs, moi quand je jouais, il n'y avait pas de préparation physique déjà. C'était l'entraîneur qui faisait la préparation physique au mieux. Il a commencé à avoir ensuite des préparateurs physiques. Là, je parle d'un monde que je connais un petit peu, le basket, qui a encore pas si longtemps que ça. Il n'y avait pas de préparateur physique d'une équipe professionnelle et uniquement de l'équipe professionnelle. Souvent, le préparateur physique avait l'équipe professionnelle plus le centre de formation. Là, maintenant, on a des préparateurs physiques. Donc là, je pense au club de Villeurbanne avec Manu Lacroix, qu'on a
eu la chance de rencontrer cet été. On l'a reçu sur l'émission. Ah, super, top. Il est génial. Moi, je ne le connaissais pas personnellement. Je l'ai vu là sur un entraînement de l'équipe de France. Justement, l'idée, c'était de montrer avec Olivier Morelli, qui est sur Montpellier et qui intervient, lui, sur la Fédération française de hand, voir comment ça marche un petit peu au niveau du basket et puis leur permettre de se rencontrer et de discuter. Il a maintenant un assistant. Ouais. C'est juste extraordinaire. Enfin, ça évolue. Donc maintenant, il y a plus de préparateurs physiques, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait forcément moins d'entraîneurs. C'est parce qu'avant, il n'y avait pas du tout de préparateurs physiques. Après, au niveau de la préparation physique, il faut quand même... et là, c'est plus une mise en garde, celle que je fais chaque rentrée aux étudiants. C'est que nous, l'année dernière, on avait 240 étudiants en L2. On n'aura pas 240 préparateurs physiques. La préparation physique, même si maintenant, il y a des personnes qui prennent des préparateurs physiques de manière individuelle et aussi de manière ponctuelle, c'est un métier qui reste quand même relativement compliqué. C'est une niche. Parce que très concurrentiel. Très, très concurrentiel. Et encore plus concurrentiel parce que comme on ne connaît pas très, très bien les textes de loi, quand on est décisionnaire dans les structures, et on ne peut pas être bon sur tout, on le comprend, on ne sait pas qu'est-ce qu'un bon préparateur physique, est-ce qu'il faut avoir une carte pro, pas une carte pro, et ainsi de suite. Donc il y a tout le monde en plus qui peut se prétendre à être préparateur physique. Donc c'est là où on peut dire que maintenant, il y a beaucoup, beaucoup de préparateurs physiques, mais des compétents, tout le monde sait qui est vraiment compétent et ils sont recherchés. D'ailleurs, Manu Lacroix est régulièrement sollicité pour tiens, il y a cette personne-là qui postule, est-ce que tu ne saurais pas quel est son parcours, comment toi tu perçois la chose pour des clubs qui peuvent être autres que le club de Villeurbanne, parce que il n'y a pas non plus des milliards de personnes compétentes. Ceux qui émergent, on ne sait pas s'ils vont être compétents ou pas. Ce n'est pas évident au début de savoir. Et des fois, il y a des petits jeunes qui sont juste extraordinaires. Puis des fois, il y a des petits jeunes qui vont être des étoiles filantes et ce sera terminé très rapidement. Il y a beaucoup d'étoiles filantes dans ce milieu-là. C'est un milieu où on est très, très éclairé, effectivement. Non, j'avais un centre de préparation physique sur Marseille, indépendant. Et je recevais des CV de mecs qui faisaient des formations de 2 jours pour être préparateur physique de haut niveau. Je précise de haut niveau, en 2 jours. Et ces mecs-là, je discutais avec eux, je leur dis, bon, je voyais ça. Alors au début, je me suis dit, bon, restons ouverts d'esprit. Ok, qu'est-ce que tu as fait, qui t'as pu entraîner, quelle expérience tu as? Et là, le mec te dit, j'entraîne les poussins de mon club de foot de quartier, quoi. Et j'ai dit, ok, donc pourquoi tu dis que tu es préparateur physique de haut niveau? Parce que j'ai fait une formation là, à telle école, alors, je ne citerai pas le nom, parce que je suis en conflit avec eux, bizarrement. D'accord. Mais les mecs te disent, j'ai fait 2 jours de formation, je suis préparateur physique. Et toi, tu discutes avec eux, tu dis, moi j'ai fait 6 ans d'études et j'ai même pas l'impression d'être préparateur physique de haut niveau. Quelle prétention. Et en fait, tu discutes avec les mecs, c'est juste qu'ils sont complètement décorrélés de la réalité. Ils pensent que c'est un milieu où il y a énormément de boulot, quoi. Ouais. Donc, compliqué. Ouais, c'est compliqué. Puis après, ce qui est compliqué, c'est d'arriver à faire la différence parce que il n'y a pas de bon diplôme, entre guillemets, pour la préparation physique. Parce qu'on peut avoir un BP et être génial. Et être au top. Et on peut avoir un master et finalement pas être performant. Et nous, on en a des étudiants où ils sortent avec le master parce qu'ils ont de très, très bonnes connaissances. Et après, ils n'ont pas forcément les compétences nécessaires à... Et puis, on ne va pas se le cacher. On est sur un milieu où, comme dans la plupart des autres professions, le savoir-être, c'est super important. Et il y a des personnes qui ont un très, très bon feeling avec les gens et qui peuvent être moins compétentes sur certains aspects, mais qui vont mieux les accompagner. Et on aura beau être des fois plus compétent, mais le feeling ne passe pas et on les accompagnera moins bien. Donc c'est assez compliqué. Et c'est pour ça d'ailleurs que de plus en plus, les équipes commencent à se staffer. Et en fait, quand l'entraîneur part, c'est tout le staff qui part. Parce que on suit... alors dans le milieu du foot, c'est presque monnaie courante maintenant. Au niveau du basket, ça le deviendra aussi peut-être à terme. Et quand on a aussi... Parce que c'est beaucoup plus simple pour un entraîneur, une fois qu'il a créé la relation de confiance avec la personne et qu'il sait comment elle travaille, de pouvoir fonctionner avec cette personne-là.
Et des fois, il vaut peut-être mieux une personne qui soit un peu moins compétente sur 2-3 aspects, mais qui me rendra le groupe beaucoup plus productif derrière, parce qu'il aura préparé les joueurs à pouvoir être le plus efficace possible par la suite sur le terrain. Ouais, il vaut mieux un entraîneur avec qui on s'entend bien, mais qui a des défauts techniques, plutôt qu'un con qui est perfectionniste, quoi. Ouais, alors, je ne dirais peut-être pas ça, parce que moi, j'ai l'impression d'avoir pendant longtemps et d'être encore un con perfectionniste. Mais ça peut être bien pour certains athlètes. Moi, je sais que j'ai eu la chance d'avoir des entraîneurs avec des physionomies totalement différentes. C'est-à-dire un peu baba cool, très technique, l'autre très agressif, très compétiteur, l'autre très dur. C'était assez drôle. Et à chaque moment de ma vie, en fait, ça me correspondait. Tu vois. D'accord. Donc j'ai évolué dans mon Mhm. parcours et puis j'ai rencontré ces gens-là avec qui ça a accroché au fur et à mesure des besoins que j'avais, quoi. Ouais, bah, de toute façon, on n'entraîne pas de la même manière le public aussi qu'on a en face de soi. Parce C'est que clair. moi, lorsque j'ai basculé ensuite avec les seniors, c'est des joueurs professionnels. Mhm. Donc, il n'y a plus le même besoin au niveau de la formation. Il y a une autonomie qui est déjà créée. Donc, on n'a plus non plus les mêmes relations. Enfin, même si, sur certains aspects, je restais des fois un petit peu toujours sur un mode autocratique. Et c'était quand même beaucoup plus d'échanges avec les personnes parce que leur expérience, moi j'avais un joueur qui avait beaucoup plus d'expérience que moi. Donc je me servais aussi de tout ce qu'il était capable de faire. Et puis surtout, un professionnel, c'était Sanjay Adel, un Américain qui avait été recruté par Bertrand Van Butzel, qui était l'entraîneur en chef avant moi. Moi j'étais son assistant au départ à Bertrand. Et en fait, avec Sanjay, la relation se passait très très bien. Et lui, sa volonté, c'était faire en sorte qu'on soit le plus performant possible. Donc il analysait aussi tous les matchs. Enfin, il était déjà dans une démarche qui était hyper intéressante à ce niveau-là. Et du coup, je suis peut-être devenu un petit peu moins le con très très autoritaire Ouais. grâce à ça. Mais voilà, je pense que c'est pas forcément un profil particulier, c'est un profil qui doit s'adapter au groupe que l'on a en face de soi. Devenir un caméléon. Pas forcément un caméléon, être capable de s'adapter, parce qu'il faut quand même qu'on ait ses fondamentaux et ses bases. Moi, je resterai ce que je suis, hein, Ok. c'est mon éducation par rapport à ce que j'ai vécu au niveau de ma famille, par rapport à ce que j'ai vécu à travers mes expériences de joueur, qui fait que je suis qui je suis. Et par rapport à ça, oui, mon fils a peut-être moins de chance que les autres. Parce que oui, je suis très très pénible sur énormément de choses. Mais voilà, on sait aussi quand même un petit peu s'adapter. Et puis on a sa moitié qui sait Ouais. Nous calmer. Canaliser au moins. voilà, c'est nous dire, voilà, il y a peut-être une autre façon de voir les choses. Je reviens sur le début de l'entretien. Tu me parlais de faire le lien entre la science et le terrain. Est-ce qu'on peut en discuter un peu? Oui, alors ça C'est c'est sacré, ça, c'est un sacrée sacré mission, ça. challenge. Hein. C'est un sacré challenge. Donc le lien entre la science et le terrain, pour nous en France, c'est encore un petit peu complexe. Parce qu'en fait, c'est pas toujours aussi simple que ça de faire travailler l'université et les clubs ensemble. Là où, quand on prend les modèles anglo-saxons, c'est beaucoup plus simple. Ils font partie du staff. Bah oui, c'est le sponsor de Leeds, c'est Leeds University. Ouais. Donc c'est beaucoup, beaucoup plus simple. Alors, il y a des fois où c'est compliqué, mais c'est des histoires de personnes. On a aussi quand même beaucoup de personnes qui sont très intelligentes de chaque côté. Là, on a la chance. Donc moi, je suis chercheur associé sur le laboratoire Euromove et qui est dirigé par Stéphane Perret. Donc Stéphane Perret, c'est un physiologiste. On pourrait se dire, c'est le gars, il est là-haut, il est dans le 2% des personnes les plus citées dans les sciences du sport. Hein. En fait, le gars, il est super ouvert. Et il a mis en place un projet avec le MHSC où ils ont monté une thèse de chiffres. Donc, il y a des connaissances scientifiques qui sont directement appliquées à ce qui se passe sur le terrain. Et le travail que fait actuellement Ywen Dourillon avec son monitorage de la charge de travail via les GPS et la fréquence cardiaque. Et ce qui va les intéresser, c'est justement cette notion cardio qui avait un petit peu disparu dans le foot, où le neuromusculaire était venu un petit peu plus prégnant que ce qu'il n'était avant. Eux, ils remettent à nouveau le cardio au goût du jour, parce qu'on pourrait, d'après ce qu'ils sont en train de mettre en place, avoir des éléments qui nous permettent de monitorer un petit peu la fatigue au niveau de l'activité foot. Donc c'est possible, c'est possible. En fait, il faut tomber avec un entraîneur
qui a l'esprit suffisamment ouvert, parce que c'est pas évident hein, quand on est entraîneur de dire je vais laisser encore une personne arriver dans Ouais. le vestiaire, regarder. On peut l'entendre, hein, moi j'étais pas tout le temps open, surtout dans des périodes où c'était un peu compliqué. Mais si on a cet entraîneur qui est ouvert, si on a un scientifique qui est capable, et maintenant je pense que pour tous c'est ça. Peut-être qu'on avait des anciens qui étaient dans leur tour d'ivoire, mais maintenant c'est plus ça. Maintenant on a des gens qui sont vraiment très très accessibles. Euh, on a des collègues, je ne vais pas tous les citer, parce que sinon je vais en oublier un, il va dire ah, tu m'as pas donné. Mais on a plein de collègues qui sont là, mais avec la volonté de qu'est-ce qu'on peut appliquer sur le terrain. Mhm. Là, il y a François Fabier qui suit un thésard qui s'appelle Alexandre Guchnek. J'ai dû à peu près prononcer correctement le nom de famille. Et ben, c'est pour appliquer directement tout ce qui se passe en termes d'hypoxie Ok. pour des groupes et faire de la performance sur le terrain. Enfin, l'idée, c'est vraiment d'appliquer de plus en plus. Et à travers le poste partagé qui permet de mettre un peu plus en relation le CREPS et les STAPS, bah, c'est d'essayer de monter des projets. Donc là, notre projet, c'est pas forcément un projet phare sur la haute performance, mais à terme, ça pourrait le devenir. C'est de regarder un petit peu tout ce qui se passe avec la pollution et comment la pollution impacte les performances. Alors, on n'est pas, nous, trop impactés parce que la France n'est Mhm. pas un pays qui est surpollué par rapport à ce qui peut se passer en Asie. Mais il y a des équipes qui, en Allemagne, ont montré qu'en fonction du taux d'ozone, et ben, Mhm. la distance de course, parce que le stade est juste à côté du capteur, et ben, ils ont regardé les données GPS et le taux d'ozone, et ben, les distances sont moindres quand le taux d'ozone augmente. Ben, voilà, il y a peut-être quelque chose à faire là-dessus. Et si ça intéresse Ah. un décideur, ben, le gars il dit allez, banco, on prend une thèse de chiffres ou on fait une petite étude avec un étudiant Mhm. pour pouvoir mettre en place relation, science et terrain. Et là-dessus, la MRP, donc cette fameuse maison régionale de la performance, soutenue par le CREPS de Montpellier Font-Romeu et par le CREPS de Toulouse, en Ok. fait, c'est le bassin occitan, là, il est vraiment Mhm. top à ce niveau-là. Il y a Marine Cariagli qui est depuis bien plus longtemps que moi sur un poste partagé entre les STAPS et le CREPS, qui avait eu l'idée de mettre en place un séminaire sciences et performance. Et en fait, c'est les entraîneurs qui doivent venir avec leurs stagiaires de master parler pendant quelques minutes de ce qui a été mis en place. Donc l'entraîneur donne le contexte. Ensuite, l'étudiant présente la revue de littérature, le protocole, les résultats, et la conclusion se fait avec l'entraîneur en disant voilà les applications pratiques. Donc ça montre bien que Ouais. science et terrain, ça peut Ça commence à fonctionner. matcher. Et nous, là, ici, sur le master, que ce soit Thomas Brioche ou que ce soit Guillaume Pi, ben, ils travaillent énormément dans ce sens-là. Et l'année dernière, on a une étudiante qui était au MHR avec Pauline Abjan, qui est venue Mhm. avec Guillaume Lestan, son maître de stage, présenter ses travaux sur ce séminaire. Et c'était vraiment, lui, il avait une question, comment la science a pu l'aider à répondre à cette question. Ils ont mis en place le protocole. C'est Donc ça comme se ça que développe. ça, voilà, c'est comme ça que ça devrait se passer. J'ai l'impression que les Et thèses chiffres, enfin, c'est un pari réussi, en tout cas, la mise en place des chiffres, parce que ça donne des thèses qui sont vraiment applicables directement, quoi, et ouais, qui répondent à une problématique. alors c'est ça, c'est des thèses qui répondent à une problématique, parce que toutes les thèses, elles ont Oui, une raison d'être. oui, oui, Après, il y a des thèses bien sûr, qui ont besoin d'être que sur du fondamental, et on peut comprendre que la connaissance c'est universitaire ça. a aussi besoin de se nourrir d'elle-même. C'est Mais, c'est- c'est avec- nécessaire, ouais. mais maintenant, il y a tellement de possibilités de pouvoir trouver d'autres financements via ces Ouais. chiffres et d'avoir des accès et des relations avec le terrain. D'ailleurs, moi, ça me fait rire hein, quand il y a des chercheurs qui présentent en disant regardez, mon sujet a un regain de. Quasiment tous les sujets ont un regain d'intérêt. C'est qu'en fait, il y a de plus en plus de chercheurs. Donc, quand on regarde les publications, bah, il y a toujours une augmentation des publications sur Bien les 10 sûr. dernières années. C'est pas que le sujet ait plus d'intérêt qu'avant, c'est que maintenant, il y a beaucoup plus de chercheurs. Et du coup, ben, il y a aussi plus de possibilités de faire des Ouais. relations entre le monde scientifique et universitaire et ce terrain avec les associations sportives ou avec Mm. le monde professionnel. Et tu vois, j'ai lancé là, un nouveau format où je vais chercher des thésards ou des postdocs
qui présentent leur, euh, leurs travaux et je leur demande l'application concrète. Et l'objectif pour eux, c'est d'expliquer leur thèse avec le moins de termes scientifiques possible. Donc, il y en a, la plupart, ils me disent, mais ils arrivent en transpirant des gouttes en me disant, mais Julien, c'est compliqué Ouais. ça. Ah Je oui. dis oui, bah, tu t'adresses à des gens qui ne sont pas universitaires. Explique-nous le fruit de ton travail et à quoi ça sert. Mm. Et c'est un format qui est très intéressant, ça dure 15 minutes. Donc Ah, je te ferai écouter là, ouais, des extraits. volontiers, ouais. Mais ils ont le temps, Ouais. en 15 minutes. Il y Ils a ont un- largement le temps, mais Ouais. ils se speed à Ouais, fond ouais. pour être ultra précis, généralement sur leur protocole, alors que tout le monde s'en tape. Mhm. Et il y a peu de temps pour donner les applications. Ouais, ouais. J'aurais mis une contrainte temporelle exprès, parce que c'est D'accord. toujours rigolo. Ouais, ouais. Mais je te ferai passer ça. Ah bah volontiers, parce qu'il y a un format aussi qui est super sympa, qui est ma thèse en 180 secondes. J'ai C'est- complètement copié ça. D'accord. Voilà. Bah, je trouve ça génial. Mais oui. Comme format, c'est vraiment top. Ouais, et c'est pas assez mis en avant, justement. Tu le vois dans certains colloques scientifiques, Oui. mais tu le vois peu dans le monde de l'entraînement. Et je me suis dit, bah tiens, c'est une super bonne idée, on va le faire. On prend 15 minutes, Mhm. parce que comme ça, on a le temps d'échanger. Moi aussi, je peux poser des questions en tant que néophyte scientifique. Et c'est très, très intéressant. Je te ferai passer ça. Ah bah, volontiers. Je vais te poser une question que j'ai même posée, c'est quel a été ton plus grand échec dans ta carrière professionnelle? Ce que tu as considéré comme ton plus grand échec? Ah, celle-là, elle est très difficile. Bah, c'est d'autant plus difficile qu'en fait, tout dépend de la manière dont on va définir la notion d'échec. Parce que des échecs, j'en ai connu plusieurs. Hein. Alors, des fois, c'est pas des gros échecs et c'est juste, de toute façon, l'échec, à un moment ou un autre, il faut aussi le voir comme une étape qui va nous permettre d'arriver au succès. Mm. Donc, mais il y a des échecs qui sont plus ou moins marquants. J'ai pas eu mon BE2 du premier coup. Ça a été une grosse claque quand même. Parce que j'étais plutôt facile sur tout ce qui était écrit et compagnie du fait de ma formation de professeur de PS. Donc le BE1, je jouais encore, même si c'était en National 3, ça reste un niveau relativement correct. Donc pour faire tout ce qui était démonstration commentée, tout s'est bien passé. On termine Major Probo, on s'enflamme un petit peu, on se dit allez, je me présente au BE2. Et là, c'était une grosse claque. Et c'est pas forcément le plus gros échec, Mhm. mais ça a été l'échec le plus intéressant pour moi parce qu'il m'a permis de remettre les pieds sur terre et d'arrêter de croire que parce que j'avais certaines facilités, parce que j'avais été plusieurs fois en finale avec les gamins du championnat de France, parce qu'on commençait à battre d'épaule, ce qui n'avait jamais été fait auparavant. C'était que les gamins, hein, c'était pas moi. Hein, il y a un moment, il faut prendre raison garder, mais ça, c'est quand on prend cette bonne claque dans la figure. Donc le plus gros échec, je dirais que c'est celui-là. Même si c'est peut-être pas le plus gros, c'est pour moi celui qui est le plus intéressant parce qu'il m'a permis de changer aussi un petit peu ma façon de voir les choses et ça a été bénéfique pour la suite. Ok. Donc, tu as su rebondir de cette situation. J'ai essayé, tout du moins. C'est pas mal pour un joueur de basket. Pour toi, qu'est-ce qu'un bon entraîneur? Un bon entraîneur, c'est un entraîneur qui va durer. Mhm. Et avec, du coup, pour durer, il faut des résultats qui seront de temps en temps exceptionnels, de temps en temps moyens. Quand on a de mauvais résultats, on ne va pas durer. Un bon entraîneur, c'est quelqu'un qui va durer. Donc ça, c'est pour la définition que je pourrais donner du bon entraîneur. Et pour qu'il soit bon, je pense que maintenant, c'est encore une fois uniquement ma position, je pense que maintenant, c'est quelqu'un qui doit chercher à aller se nourrir d'autres choses que de son expérience passée. Parce qu'avant, on pouvait être bon parce qu'on était énormément sur sa capacité à pouvoir comprendre, sentir le jeu, c'était du technico-tactique. Et là, moi, je vois très clairement, j'ai eu la chance, encore une fois, je reviens sur cette personne-là, Pierre Bressan, meilleur passeur du championnat de France, un meneur de jeu extraordinaire. Pour lui, c'était facile, parce que toute sa vie, il a été bon en basket, payé pour ça, il a réussi à être naturalisé, et jouer en équipe de France, enfin voilà, c'était simple, c'était simple. Maintenant, je pense qu'il y a plein d'éléments annexes qui viennent, que ce soit bien ou pas, c'est autre chose.
Et du coup, un bon entraîneur, c'est quelqu'un qui est capable d'aller chercher, en plus de ses connaissances et de son expérience, ce qui pourra l'amener à rester compétitif. Quand tu parles de chercher, est-ce que tu parles d'aller chercher aussi dans d'autres sports ou vraiment sur d'autres cultures, on va dire, ou d'autres compétences? Tout est ouvert. On peut rester dans le même sport, et il y a des cultures complètement différentes, hein. Moi, je parlais de cette culture russe avec Ouais. Sergei Tachian, où j'aurais été à mon aise, parce que c'était pas mal, mais peut-être maintenant moins. Cette culture américaine où c'est pareil, c'est très très dur au niveau des États-Unis. Et puis on peut aller chercher la culture espagnole. On est beaucoup plus sur du jeu avec l'aspect tactique et la créativité. Ils travaillent beaucoup sur la créativité, les Espagnols et les Portugais. Ok. C'est incroyable, là. Ils ont des théories assez sympas sur l'apprentissage que moi j'aime bien. D'ailleurs, j'essaye de les appliquer de temps en temps le lundi, là, lorsque je fais le perf avec les gamins. Tout simplement, aller shooter avec une balle de tennis. Le fait de changer la taille du ballon qu'on doit aller déposer avec une toute petite balle de tennis, ça va modifier du coup les patterns à mettre en place. Et le jour où on va être dans une situation un petit peu plus complexe que d'habitude, peut-être qu'on aura une forme d'adaptabilité supplémentaire. Donc aller chercher dans les cultures de son sport et puis aller chercher dans d'autres sports. L'année dernière, on s'est rencontrés à Paris à la maison du handball. J'ai animé cette table ronde où c'était juste génial. Il y avait un gars du basket, un gars du rugby à 7, un gars du hand. Il y en avait 3 du hand. Ouais. Et, C'est normal, on est à la maison du hand. Voilà. Mais c'est bien d'aller chercher sur d'autres sports. Voilà, c'était génial. Et ce que nous a apporté le rugby à 7, c'était top avec Jérôme. Là, c'était formidable. Une vision qui était complètement différente de ce que nous, on pouvait imaginer. Et ça a d'ailleurs beaucoup aidé Yann Barbich aussi dans sa réflexion par rapport à comment essayer d'améliorer le fonctionnement avec l'équipe de France. C'est toujours intéressant, enfin, c'est mon avis, de croiser d'autres sports. Moi, je sais que j'aimais bien aller voir des entraînements de plein de sports différents et ressortir ça dans le judo. Et des fois, les mecs me disent, mais d'où il sort cet éducatif, ce mouvement Et je dis, oh, je suis allé voir un match de basket, je suis allé voir du foot, je suis allé voir une pote qui faisait... comment ça s'appelle j'ai un trou de mémoire, la crosse. D'accord. La crosse. Et c'était super intéressant. Donc, je voyais d'autres types de motricité, d'autres types de jeux, de coopération entre les gens. Je trouvais ça génial. Et essayer de s'en inspirer pour faire grossir sa discipline. Ouais, ça c'est. Alors moi j'ai cette chance-là, c'est qu'à l'UFR, en fait, on a plein de spécialités sportives. Et je suis souvent. On a l'Alveracy, qui est un endroit formidable. On a une des rares universités en France à avoir sa piste de 200 mètres indoor, hein, quand même. C'est topissime. Et du coup, sur cette piste, il y a Thierry Richard qui fait souffrir les étudiants et qui vient du monde de l'athlé, mais qui a été aussi préparateur physique du rugby en son temps à Montpellier. Et c'est top, en fait, de voir sa façon de regarder, enfin, le point d'analyse qu'il a sur la pose du pied. Enfin, c'est juste super intéressant sur plein de choses. Et moi, j'aimais bien les utiliser, j'aime toujours utiliser les échelles de rythme, mais après avoir discuté avec lui, de façon différente. Parce que l'échelle de rythme, effectivement, pour travailler tout ce qui est vitesse, quand il dit regarde le positionnement de ton pied, et que sur du freinateur, qu'est-ce que tu veux faire? Alors, si c'est pour travailler la décélération, c'est intéressant. Pour travailler la coordination, c'est intéressant. Mais pour travailler la vitesse, effectivement, on est en train de faire quelque chose qui est carrément contre-productif. C'est là où aller s'inspirer d'autres disciplines sportives et de spécialiser dans ces disciplines, c'est vraiment top. Et puis c'est encore plus simple pour moi, puisque c'est mon collègue. Donc, c'est trop bien. Donc je suis en train de faire mon cours et en même temps je le regarde, on discute. Non, franchement, c'est top. Et pour les étudiants, c'est aussi... alors je vais pas nous faire de la pub pour Montpellier parce qu'on a déjà trop d'étudiants, comme j'ai dit tout à l'heure. Et c'est un vrai souci, c'est le revers de la médaille. Mais pour les étudiants, c'est juste génial parce qu'ils entendent du Thierry Richard qui raconte ça. Après, ils vont entendre une autre personne qui raconte encore autre chose. Ils ont quelques personnes qui sont dans des labos et aussi proches du terrain,
qui vont encore raconter d'autres choses. Enfin, c'est vraiment sympa. Et puis, on est une UFR assez novatrice grâce à Ludovic Marin, parce qu'il a créé plein de partenariats avec les fédés. Et en fait, un étudiant, quand il vient chez nous, il est aux anges, parce que s'il a envie de bosser, il peut faire plein de choses. Quelle formation, toi, tu conseilles quelqu'un qui veut devenir entraîneur ou qui est déjà entraîneur et qui veut se former sur de nouvelles méthodes? Ça sera dépendant du contexte. Hein. Là, c'est vraiment... tout le monde n'est pas fait pour aller à l'université. C'est aussi beaucoup de théorie. Il y en a qui ne sont pas faits pour la théorie. Il faut savoir écrire et rendre des rapports. C'est pas leur truc. Donc, l'université, c'est un très très bon lieu de formation, mais pas forcément toujours le plus adapté. Ça peut être aller sur des BP. Mhm. Et ça ne me dérange pas du tout, parce que moi, je suis maître d'apprentissage aussi. On a des BP à Castelnau, alors pas cette année, mais sur les autres années, j'avais tout le temps 2 BP GEPS basket qui étaient là. Et il y a certains des BP qui, je pense, devront continuer à la fac, Mhm. mais il y a certains BP, non. Et c'est pareil, à la fac, je dis aux étudiants, posez-vous bien la question. Est-ce que ça vaut le coup de continuer en master ou pas? Parce que pour certains, le master, ce ne sera pas une plus-value. Et il n'y a pas de c'est bien, c'est pas bien. Oui, avec un master, on a plus de chances, effectivement, d'après les études statistiques, d'avoir un emploi derrière. Mais dans le monde sportif, je ne suis pas sûr que ce soit exactement ça. Mhm. Après, maintenant, il y a tellement de monde qui ont un master, et qui en a encore beaucoup qui continuent en doctorat, que si c'est juste la course à l'échalote, ça ne sert à rien. En fait, ce qu'il faut, c'est être bon, compétent. Et le conseil que je donne pour les étudiants, là je parle bien des étudiants, hein, pas ceux qui sont déjà sur le terrain, allez plutôt voir du côté du professorat d'EPS. Vous aurez un métier, et quand vous aurez ce métier-là, vous pourrez travailler à développer vos compétences autour. Mais si vous n'arrivez pas à trouver un poste d'entraîneur, vous n'aurez jamais la possibilité d'être entraîneur. Parce que quand vous aurez fait une journée de boulot et que derrière, il vous reste très très peu de temps pour aller chercher des compétences à droite à gauche ou vous investir dans des structures associatives, c'est vite compliqué. Alors que professeur de PS, au moins à mon époque, donc au siècle dernier, les IPR nous disaient aller chercher à créer du lien avec les structures sportives. Donc c'est simple, c'est simple. Donc il faut avoir, à mon avis, un métier. Après, quand on est déjà en place, ça va être des formations très très courtes. Et en fonction du niveau qu'on a, ça peut être des formations avec fédéral via des modules que propose l'INSEP aussi. Ça peut être des petites formations via des conférences Euroleague. Enfin, après, tout ce qui est séminaire et conférences, c'est intéressant. Ou avec des expériences. Là, j'ai vu Mehdi Mari, qui est un coach que j'appréciais énormément dans sa façon de faire, et qui avait géré un étudiant qu'on a eu à Montpellier lorsqu'il était à Limoges, Alexandre Dugénie. Il est parti faire tout ce qui est Summer League avec des équipes NBA. Donc, Génial. voilà, pour lui, c'est le meilleur moyen de formation. Mais pour d'autres, non, c'est pas possible. Ok. Pas possible. Donc, c'est très contextuel. Ok. Est-ce que tu as un livre ou plusieurs livres à conseiller? Moi, je suis pas livre, moi, en fait. Je suis super article, mais pas trop livre. Ou des auteurs, tiens. Des auteurs scientifiques, ça Des change. auteurs, j'en ai, ouais. Après, le livre, je dirais, sur le livre, c'était notre livre de chevet. Hein. On n'avait pas trop le choix à l'époque. C'était Michel Pradet, hein, que j'ai pas eu la chance de connaître quand je suis arrivé ici à la fac. Il était déjà parti. Il est toujours dans la région. Il est toujours dans la région. Il intervient encore de temps en temps sur des diplômes au niveau du CREPS. Et toutes les personnes que je côtoie, il est passionnant, me disent que du bien de lui. Ouais. Et les quelques vidéos que j'ai pu voir où il intervenait, entre lui et Gérard Bosque, c'était un vrai plaisir. Hein. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir voir des interventions de Gérard Bosque. Je connais moins, tu vois. C'est top. Bon, c'est basket. Mais moi, j'ai eu la chance de rencontrer Michel sur des formations à l'INSEP. Ouais. Mais je me rappelle, je vois donc Michel Pradet, je dis, waouh, génial. Puis je vois le thème gainage.
J'ai dit, oh là là, mais qu'est-ce qu'on va voir sur le gainage? J'ai pris une claque. Plus un revers, ça m'a calmé. J'ai dit, ah ouais, je comprends Ouais. pourquoi c'est une légende, quoi. Ouais. C'était génial. Et puis, a priori, une facilité pour apporter Ouais. le contenu déconcertant. C'est ça. Très bon pédagogue. Au niveau des auteurs, après, tout dépend de quel type de champ on recherche, en fait. Si on va être sur un peu tout ce qui est apprentissage, il y a Wolfgang qui fait du differential learning. Donc ça, c'est intéressant pour créer de la variabilité. Donc il y a Sampiao ou Sampaio, je ne sais jamais comment ça se prononce exactement, qui fait des choses très très intéressantes. Et après, quand on part sur le versant un petit peu plus neuromusculaire, moi j'adore, c'est Jonathan Weekly, qui est un gars super sympathique, en plus vraiment ouvert. Alors c'est plus simple quand on a une adresse U Montpellier qu'une adresse Lambda, on est Sur bien d'accord. ResearchGate, c'est toujours plus facile. Aussi, et puis quand c'est écrit docteur, c'est toujours Ouais. plus simple, on est bien d'accord. Mais le gars, il échange, il explique ce qu'on peut ne pas avoir compris dans son article, qui coule, enfin c'est évident quand on le lit, c'est super simple. Donc Jonathan Weekly qui est bien. Ensuite, il y a toute la clique anglaise avec les Bishop et Turner. Voilà, eux, C'est la classique. ils sont un peu incontournables, Ouais. parce qu'ils font des choses très terrain en fait. Ouais, carrément. C'est ça, donc Et depuis longtemps en plus. ils sont obligés. Ils travaillent de commun accord avec le laboratoire et le club, donc c'est une obligation. Donc je pense que ça, c'est des auteurs qui sont incontournables. Et puis après, il y a des Suchomel qui peuvent être intéressants, des Schoenfeld. Ok. Et c'est plus en fonction du champ qu'on Ouais, va bien couvrir. sûr. Est-ce qu'on est sur un peu plus la muscu, ou est-ce qu'on est sur Ok. du cardio, et sur du cardio, on partira sur d'autres. Mais je mettrai les liens pour ceux qui veulent voir les articles dans la description de l'épisode. Ok. Je te laisse le mot de la fin. Eh ben, très content d'avoir passé un moment ensemble où j'ai pu partager un petit peu mon expérience. Comme je l'ai dit au départ, spécialiste de pas grand-chose, mais qui essaye de mêler un petit peu tous les univers pour que ça puisse performer au maximum. Et par rapport à ça, je suis très content de pouvoir là être sur la Fédération française de hand. J'aurais bien aimé que ce soit le basket, mais le basket, c'est un peu compliqué en ce moment, mais bon, il n'y a pas de souci avec ça. Le hand, parce que justement, eux, ils sont vraiment dans une démarche où ils vont chercher des compétences à droite à gauche sur des personnes pour faire en sorte de toujours rester en avance, parce que c'est une fédé qui a réussi à avoir des résultats et qui a compris très rapidement que pour continuer à avoir des résultats, il fallait toujours avoir un temps d'avance. Et en fait, quand on arrive à un certain niveau, il faut toujours continuer de travailler pour essayer de faire en sorte que les autres ne nous rattrapent pas. Et on va dire que le mot de la fin, ce sera ça, travailler, travailler, travailler pour rester toujours devant. Merci. Merci. Merci d'avoir regardé l'épisode jusqu'au bout. On se retrouve très rapidement pour la suite, mercredi prochain, avec un entraîneur féminin. Ça y est, on y arrive. Salut!